E-Magazine présente le manifeste de la scission de l'Est lu par Winnie Hampton. Manifeste des habitants de la partie est de l'île ci-devant espagnole au Saint-Domingue sur les causes de leur séparation de la République haïtienne. La déférence et le respect que l'on doit à l'opinion de tous les hommes et à celle des nations civilisées commandent que lorsqu'un pays qui s'était uni à un autre veut reprendre et revendiquer ses droits, doit, en rompant ses liens politiques, déclarer avec franchise et bonne foi les motifs qui ont pu l'y porter, afin que l'on ne pense pas qu'il ait été mu par un esprit de nouveauté et d'ambition. Nous pensons avoir démontré par notre constance héroïque que l'on doit supporter les maux de la part d'un gouvernement tant qu'ils sont supportables, plutôt que d'en faire justice et de s'y soustraire. Mais quand une longue suite d'injustices, de violations et de vexations finissent par prouver l'intention de tout réduire au despotisme et à la plus absolue tyrannie, c'est alors un droit sacré pour les peuples et même un devoir de secouer le joug d'un semblable gouvernement et de pourvoir à de nouvelles garanties qui leur assurent leur stabilité et leur prospérité à venir. Par la raison que les hommes ne se sont réunis en société que dans le seul but de travailler à leur conservation, qu'ils ont reçu de la nature le droit de proposer les moyens et de les rechercher afin d'obtenir ce résultat. Et par cette même raison, ces principes les autorisent à se mettre en garde, à se prémunir contre tout ce qui peut leur arracher ce droit. Lorsque la société se trouve menacée, voilà pourquoi les habitants de la partie de l'est de l'île, ci-devant espagnole, ou Saint-Domingue, usant de leurs droits, poussés puisqu'ils ont été, par 22 années d'oppression, entendant de toutes parts les plaintes de la patrie, ils ont pris la ferme résolution de se séparer pour toujours de la République haïtienne et de se constituer en un État libre et souverain. Il y a 22 ans que le peuple dominicain, par une fatalité du sort, subit l'oppression la plus ignominieuse. Soit que cet état de dégradation ait dépendu de son véritable intérêt national, soit qu'il se soit laissé entraîner par le torrent des passions individuelles, le fait est qu'on lui a imposé un joug plus pesant et plus dégradant que celui de son ancien métropole, en l'occurrence l'Espagne. Voilà 22 ans que le peuple, privé de tous ses droits, s'est vu violemment déshérité de tous les bienfaits auxquels il aurait participé s'il avait été considéré comme faisant partie intégrante de la République. Et peu s'en est fallu qu'on lui aurait ôté jusqu'au désir de se soustraire à un si humiliant esclavage. Lorsqu'en février 1822, la partie orientale de l'île, ne cédant qu'à la force des circonstances, consentit à recevoir l'armée du général Boyer, qui, comme ami, dépassa les limites de l'une et de l'autre partie. Les Espagnols dominicains ne purent croire qu'avec une perfidie aussi dissimulée, il eût pu manquer aux promesses qui lui servirent de prétexte pour occuper le pays et sans lesquelles il aurait eu à vaincre difficultés et même à marcher sur nos cadavres
si le sort l'eût favorisé. Pas un dominicain ne le reçut alors sans lui donner le témoignage de sympathiser avec ses nouveaux concitoyens. Partout où il passait, le peuple allait à sa rencontre. Il croyait de trouver en celui qui venait de recevoir dans le Nord le titre de pacificateur la protection qu'il lui avait promise d'une manière si hypocrite. Mais bientôt, pénétrant le voile qui cachait ses pernicieux desseins, l'on ne tarda pas à découvrir que l'on s'était livré à un oppresseur, à un tyran féroce. Avec lui est entrée à Santo Domingo la réunion des vices et de tous les désordres, la perfidie, la délation, la division, la calomnie, la violence, l'usurpation et les haines personnelles jusqu'alors peu connues chez ce bon peuple. Ces décrets et ces dispositions furent les principes de la discorde et le signal de la destruction. Au moyen de son système désorganisateur et machiavélique, il contraignit à s'immigrer les familles les plus respectables, et avec elles disparurent du sol les talents, les richesses, le commerce et l'agriculture. Il éloigna de son conseil et des principaux emplois les hommes qui auraient pu défendre les droits de leurs concitoyens, qui auraient pu proposer le remède à leurs maux et faire connaître les vrais besoins du pays. Au mépris de tous les principes du droit public et des gens, il réduisit beaucoup de familles à la misère et à l'indigence en leur arrachant leurs propriétés pour les réunir au domaine de la République, pour les donner à des individus de la partie occidentale ou les leur vendre à vil prix. Il désola les campagnes, détruisit l'agriculture et le commerce. Il dépouilla les églises de leurs richesses, maltraita et humilia les ministres de la religion. Il leur enleva leurs rentes et leurs droits. Et par sa négligence, il laissa tomber en ruine les édifices publics pour que ses lieutenants en profitassent des débris, et qu'ainsi ils puissent assouvir l'avarice qu'ils apportèrent avec eux de l'Occident. Plus tard, pour donner à ces injustices l'apparence de la légalité, il dicta une loi pour faire entrer au domaine de l'État les biens des absents, dont les frères et les parents sont jusqu'aujourd'hui plongés dans la plus affreuse misère. Cette mesure ne satisfaisant pour son avarice, il porta encore une main sacrilège sur les propriétés des enfants de l'Est. Il autorisa le vol et la fraude par la loi du 8 juillet 1824. Il prohiba la communauté des terres communales qui, en vertu des conventions et pour l'utilité et les besoins des familles, avaient été ainsi maintenues dès la découverte de l'île. Et cela pour en faire profiter l'État. Par là, il a fini par ruiner les établissements d'élèves et par appauvrir un grand nombre de pères de famille. Il lui importait peu pour tout ruiner, de tout détruire. Tel était l'objet de son insatiable avarice. Fécond à inventer les moyens qui devaient consommer l'œuvre de notre ruine et réduire tout à rien, il imaginait un système monétaire qui, insensiblement et par degrés, réduit les familles, les employés, les commerçants et la majorité des habitants à la plus grande misère. C'est avec de semblables vues
que le gouvernement haïtien propagea ses principes corrupteurs. Par l'influence de sa politique infernale, il déchaîna les passions, suscita l'esprit de parti, il forgea des plans détracteurs, il établit l'espionnage, introduisit la zizanie et la discorde jusque dans les foyers domestiques. Si un Espagnol osait se prononcer contre l'oppression et la tyrannie, il était dénoncé comme suspect, entraîné dans les cachots, et plusieurs enduraient souvent le supplice pour effrayer les autres et faire périr avec eux les sentiments que nous avaient légués nos pères. Tourmenté, persécuté, la patrie ne trouva d'autre refuge contre la fureur et la tyrannie que dans le sein d'une jeunesse affligée et dans quelques âmes pures qui surent concentrer leurs principes sacrés pour en faire la propagande en des temps plus opportuns et rendre l'énergie à ceux qui se trouvaient dans l'abattement et la stupeur. Pendant les 21 années que dura l'administration perversive de Boyer, les habitants de l'Est eurent à souffrir toute espèce de maux et de privations que l'on ne saurait énumérer. Il traita ses habitants pire qu'un peuple conquis par la force. Il les pressura et en retira tout ce qui pouvait assouvir son avarice et celle des siens. Il les a servis au nom de la liberté. Il les contraignit à payer une dette qu'ils n'avaient point contractée, comme les habitants de la partie occidentale qui avaient profité des biens des étrangers, lorsqu'au contraire ils nous doivent les richesses qu'ils nous ont arrachées ou qu'ils ont dissipées. Tel était le triste état de cette partie lorsque, le 27 janvier de l'année passée, les Cailles, dans le sud de l'île, poussèrent le cri de réforme avec la rapidité de l'éclair. Les peuples s'enflammèrent à ce signal. Ils adhérèrent au principe d'un manifeste de 1842 et la partie de l'Est se flatta, mais en vain, d'un avenir plus heureux, tant était grande sa bonne foi. Le commandant Rivière-Hérard se proclama chef d'exécution, interprète de la volonté du peuple souverain. Il dicta des lois à sa fantaisie, établit un gouvernement sans aucune forme légale, sans y comprendre aucun des habitants de cette partie, qui s'était déjà prononcé en faveur de sa révolution. Il parcourut l'île et dans le département de Saint-Thiague, sans aucun motif légitime, il rappela les antécédents malheureux, traînant après lui un monstrueux état-major qui portait la démoralisation partout où il passait, qui vendit les emplois, dépouilla les églises, détruisit les élections que les habitants avaient faites dans le but de s'assurer des représentants qui puissent défendre leurs droits, et cela pour continuer à laisser cette partie dans la misère et se faire des candidats qui l'élevassent à la présidence, quoique sans mandat spécial de leur commettant. Ainsi cela se passa. Il menaça l'Assemblée constituante et par suite d'étranges communications faites par lui à l'armée sous son commandement, il réussit à être président de la République. Sous le prétexte que dans cette partie, on pensait à une séparation du territoire en faveur de la Colombie, il remplit les cachots de Port-au-Prince des plus ardents dominicains, dans le cœur desquels régnait l'amour de la patrie, sans d'autre vue que le besoin d'améliorer leur sort, d'obtenir pour eux l'égalité des droits et le respect des personnes et des propriétés. D'autres pères de famille durent s'expatrier pour éviter des persécutions, et lorsqu'il vit ses desseins réalisés et qu'il se fut assuré l'objet qu'il avait en vue,
Il mit en liberté ses détenus sans aucune espèce de satisfaction pour les outrages et les préjudices qu'ils avaient soufferts. Notre condition n'a nullement changé. Les mêmes outrages, les mêmes traitements de l'administration antérieure, les mêmes charges, ou de plus fortes, le même système monétaire sans garantie aucune, qui fait la ruine des peuples, et une constitution mesquine qui ne fera jamais le bonheur du pays. Tout cela a mis le sceau à l'ignominie en nous privant, au mépris du droit naturel, de l'unique chose qui nous restait d'espagnol, l'idiome natal. Il a mis de côté notre auguste religion pour la faire disparaître de chez nous. Car si cette religion, lorsqu'elle en était la religion de l'État, qu'elle était protégée, elle et ses ministres furent méprisés et vilipendés, que sera-ce maintenant qu'elle est entourée de sectaires et d'ennemis? La violation de nos droits, coutumes et privilèges étant de vexation, nous ont révélé notre position, nous ont fait connaître notre asservissement et notre abaissement, et les principes du droit qui régit les nations décident la question en faveur de notre patrie, comme ils la décidèrent en faveur des Pays-Bas contre Philippe II en 1581. En vertu de ces principes, qui osera blâmer la résolution du peuple des Cailles lorsqu'il se souleva contre Boyer et le déclara traître à la patrie? Et qui osera blâmer la nôtre en déclarant la partie est de l'île séparée de la République d'Haïti? On a beaucoup discuté la scission de l'Est en classe terminale. Aujourd'hui, en relisant le manifeste, je me suis demandé si Maître Zamor avait inséré ce document dans son manuel d'histoire d'Haïti. Maître Rémy Zamor était infatigable. On se rendait habituellement au Collège Saint-Pierre, magnétophone en main, pour enregistrer les cours supplémentaires qu'il fournissait gratuitement. Les élèves venaient de tous les coins de la capitale pour faire partie de l'auditoire. Dans ces temps-là, Maître Zamor avait l'apparence d'un oracle. De tout cela, voici ce qu'il nous faut retenir. Les ennemis de la République avaient toujours profité de nos divisions. C'étaient encore eux qui, par une vengeance implacable, prenaient entièrement les avantages de nos moments de faiblesse. La scission de l'Est fut une leçon palpable de ce fait. Je m'appelle René Monton, éditeur en chef de e-Magazine.